Alors bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Temps pour l'Histoire. Une vidéo courte aujourd'hui, où nous allons revenir sur le débarquement du 6 juin 1944, mais en se concentrant particulièrement sur le côté américain. Dans la première vidéo, nous avons parlé de l'histoire plutôt méconnue de la plage d'Utah Beach, ainsi que de la 4ème division d'infanterie. Si vous ne l'avez pas vu, le lien se trouvera quelque part ici. Cette vidéo s'adresse principalement aux néophytes qui souhaitent mieux comprendre le débarquement, ainsi que de contextualiser notre première vidéo. Donc aujourd'hui nous allons revenir sur l'organisation de l'armée américaine dans son ensemble, le chemin des troupes américaines jusqu'en Normandie, la répartition des troupes sur les plages, et pour finir, le rôle de la 4ème division en Normandie jusqu'à la fin de la guerre. Pour cette première partie, nous allons revenir sur l'organisation américaine du plus haut commandement jusqu'aux soldats. Le président américain, à cette époque Franklin Roosevelt, est le commandant en chef des armées. Il est secondé par le chef de l'état-major, George C. Marshall, qui est responsable, lui, des 5 branches des forces armées. L'Air Force, équivalent de l'armée de l'air, fondée en 1907 mais plusieurs fois réformée, existe sous sa forme actuelle depuis 1947. Principalement utilisée pour des missions de support aérien, de rotation de troupes, d'opérations aéroportées et bombardement des lignes ennemies. L'US Navy, fondée en 1794, présent dans tous les théâtres d'opération, notamment lors des batailles d'Okinawa et de Midway dans le Pacifique. Elle occupe des rôles d'escorte et de bombardement côtier dans l'Atlantique. Les Marines, fondés en 1798, principalement déployés dans le Pacifique contre les Japonais. L'US Coast Guard, fondée en 1915, rattachée à la Navy pendant la Seconde Guerre mondiale, son rôle était principalement de protéger les côtes américaines. Et enfin, l'US Army, fondée en 1775, responsable du déploiement des troupes terrestres sur tous les théâtres d'opération, principale force en présence sur le front européen. C'est de cette branche dont nous allons parler aujourd'hui. Elle est composée de plusieurs armées, elles-mêmes divisées en plusieurs corps, qui sont de manière générale organisées en plusieurs divisions, que ce soit de l'infanterie ou des blindés, qui sont de nouveau répartis dans plusieurs régiments, divisés à leur tour en bataillons, qui peuvent avoir chacun leur spécialité, médicale, génie, blindé. Et attendez, c'est pas fini, car ces bataillons, on va les répartir en compagnies, qui à leur tour peuvent être divisés en escouades de soldats. Par rapport à la Seconde Guerre mondiale, c'est légèrement différent. Concernant le haut commandement, il se divise selon les différents corps et les 2 alliés américano-britanniques. Dwight D. Eisenhower est le commandant suprême des forces alliées lors du débarquement. C'est à lui que revient la décision finale de la date du débarquement. Il est secondé dans ce rôle par le général Arthur Tider de la Royal Air Force. Bernard Montgomery est le commandant en chef des forces terrestres. C'est lui qui a la charge du déploiement des troupes sur tout le front normand. Trafford Lee Mallory est le commandant en chef des opérations aériennes. C'est-à-dire qu'il est responsable des bombardements et des opérations aéroportées qui précéderont l'arrivée des troupes sur les plages. Et enfin, Bertram Ramsay est le commandant en chef des opérations maritimes. Elles seront déployées afin d'escorter les péniches de débarquement et de bombarder les côtes normandes. La décision de débarquer le matin du 6 juin est prise dans la journée du 4 lorsque le chef météorologique, James Stagg, remet son rapport à Eisenhower en lui précisant que la météo serait plus favorable à une invasion alliée sur les côtes normandes. Ce dernier s'entretient avec tous les commandants en chef dans son état-major de Sodek House et ils prennent enfin la décision de débarquer dans la nuit du 5 au 6 juin. Toutes les forces américaines et alliées participant au débarquement de Normandie se sont regroupées sur des bases britanniques en début d'année 1944. Pour cette vidéo, on ne va pas trop parler du déploiement naval. En revanche, nous allons revenir plus en détail sur le déploiement des troupes à Utah et à Omaha. Les premiers Américains à poser un pied sur le sol de France sont les troupes aéroportées dans les lignes arrières allemandes dans la nuit du 5 au 6 juin vers 23h. Du côté de Sainte-Mère-Église, c'est la 82e division qui est parachutée, et du côté de Carentan, c'est la 101e division. Du côté des plages, la 3e armée commence son débarquement sur la plage d'Omaha vers 6h30. La 3e armée est divisée en 5 corps d'armée, qui sont à leur tour répartis en 7 divisions d'infanterie. Nous précisons que la majorité de ces divisions n'ont pas débarqué le jour J. L'infanterie est accompagnée de 2 divisions de blindés, ainsi que de la 5e et 6e brigade du génie naval, chargée de détruire les pièges. La célèbre pointe du Hoc fut escaladée et capturée par le 2e bataillon de Rangers.
La première armée est, elle, chargée du débarquement à Utah. Ils débarquent sur la plage en même temps que le débarquement d'Omaha. Divisés en 2 corps d'armée, répartis en 6 divisions d'infanterie. Comme pour Omaha, une bonne partie de ces troupes n'ont pas participé au jour J. L'infanterie était aussi accompagnée de 3 divisions de blindés et d'une brigade du génie naval. Voilà, je vous laisse admirer cet organigramme et je vous laisse avec Scott pour l'histoire de la fameuse 4ème division. La 4ème division fut créée en 1917 lors de la Première Guerre mondiale à Camp Green en Caroline du Nord par le général H. Cameron. Elle adopte comme insigne les 4 feuilles de lierre. Sa création est le résultat de l'entrée en guerre des USA en avril 1917 aux côtés des Français et des Britanniques. Son premier engagement est en septembre 1918 à Saint-Mihiel. Elle n'est plus opérationnelle à partir de 1921. Sa réactivation sera effective le 1er juin 1940 à la veille de l'entrée en guerre des États-Unis. Durant toute la première partie de la guerre, elle n'est pas déployée sur le front et quitte les USA en janvier 1944 pour rejoindre la Grande-Bretagne en vue du débarquement allié en Normandie. Le 6 juin, le 8e régiment d'infanterie sont les premiers à débarquer à Utah et ouvrent la voie au reste de la division. Ils ont pour objectif de rejoindre Sainte-Mère-Église afin de briser l'isolement des divisions aéroportées arrivées dans la nuit. Ils avancent dans les terres et arrivent à Cherbourg le 22 juin et libèrent la ville le 30 juin, qui était défendue par 40 000 Allemands. Elle mène des combats dans le secteur de Perrier, dans le département de la Manche, afin de stopper l'avancée des Allemands sur la ville d'Avranches plus au sud. En août, elle avance sur Paris et participe le 25 août à la libération de la capitale aux côtés des Français de la 2e division blindée du général Leclerc. En septembre 1944, il participe à la libération de la Belgique et attaque la ligne Siegfried, dans la région de Schnee-Eifel, proche de la frontière belgo-allemande. Elle participe à la bataille des Ardennes et est déployée dans la forêt de Hürtgen en Rhénanie du Nord. Malgré une défense farouche des Allemands, la 4e division réussit à avancer en Allemagne dès janvier 1945. Elle arrive en Bavière à Miesbach et à la capitulation, la 4e division reste basée en tant que force d'occupation avant son retour aux USA en juillet 1945. À la fin de la guerre, la 4e division déplore 17 371 blessés et 4 854 morts. Et ainsi se termine l'histoire de la 4ème division pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors pour notre précédente vidéo, nous avons rencontré un spécialiste et un passionné de la Seconde Guerre mondiale, donc Jérémy Andersenbo. Celui-ci va sortir prochainement un ouvrage sur cette dernière. Je vous laisse avec lui pour qu'il puisse vous présenter son projet. Donc après une dizaine d'années à écrire des articles chez Emdal, donc sur le magazine 3945 ou Normandie 44, donc maintenant on passe au stade supérieur, donc ça fait 2 ans maintenant que je suis sur un projet de livre. Donc on n'est pas arrêté sur un titre, on va pas partir dans du spoil. Donc ça va être sur tout le parcours de la 4e division, donc de la réactivation de la division en 1940 aux États-Unis. On va couvrir l'entraînement, Angleterre, États-Unis également. Et ce premier tome, car il va être divisé en 2 tomes, en tant que spécialiste, on ne peut pas se permettre de faire l'impasse sur certains détails. Le premier tome sera consacré donc, de la réactivation de la division jusqu'à la libération de Paris, donc au mois d'août 1944. Et un 2e numéro sera plus tard, beaucoup plus tard, parce que ça prend énormément de temps et ça nécessite beaucoup de moyens, sera sur la partie de l'invasion de la Belgique au mois de septembre 1944 jusqu'à la fin de la guerre. Donc les points forts du premier numéro, ce sera bien sûr le débarquement de Normandie, avec la prise de Cherbourg, ensuite l'opération Cobra, la contre-attaque allemande de Mortain. Et le 2e numéro sera plus sur des points forts, la forêt de Wortgen, qui est la plus longue bataille de la campagne d'Europe, mais complètement méconnue, la bataille des Ardennes et ensuite s'enfoncer au cœur du Reich. Donc ce sera de l'histoire, bien sûr, des témoignages de vétérans. Nous aurons aussi des portraits, donc des soldats qui ont reçu des médailles prestigieuses comme la médaille of Honor ou la Distinguished Service Cross, mais aussi avec des pièces du terrain, des pièces assez touchantes, des fois comme des plaques d'identité. Des familles de vétérans participent aussi au projet, donc en fournissant des photos qui ont appartenu à leur famille. Et il y aura aussi des avant-après, donc sur des photos où on a réussi à retrouver les endroits.
et des cartes pour resituer les gens, des photos actuelles du champ de bataille. Donc tout ça pour mieux appréhender cette division qui est pas assez reconnue à sa juste valeur par rapport aux exploits pendant la bataille de Normandie. Merci à vous d'avoir regardé cette dernière vidéo de Temps pour l'Histoire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à nous dire votre avis en commentaire. N'oubliez pas, pour comprendre notre présent, il faut étudier notre passé. À la prochaine.